Paragraphe 5.3. Tableau récapitulatif des relations entrée-sortie pour les filtres analogiques. Première colonne du tableau, le domaine considéré. Deuxième colonne du tableau, la grandeur qui caractérise le filtre. Et troisième colonne du tableau, la relation entrée-sortie. Premier domaine, le domaine temporel, c'est-à-dire le domaine où on manipule l'équation des signaux. Le filtre se caractérise par sa réponse impulsionnelle, petit h de t, RI, réponse impulsionnelle, qui est la réponse à une entrée en Dirac. Et la relation entrée-sortie s'écrit Y de t, signal de sortie, égale le produit de convolution de l'entrée, X de t, par H de t, la réponse impulsionnelle. Produit de convolution dont on a rappelé ici la définition par une intégrale. Deuxième domaine, le domaine des transformés de Laplace. Le filtre se caractérise par sa fonction de transfert, en P, grand H de P. Grand H de P est la transformée de Laplace de la réponse impulsionnelle petit h de t. La relation entrée-sortie s'écrit Y de P égale H de P, X de P. Domaine des transformés de Fourier. Le filtre se caractérise par G de f, qui est la fonction de transfert en f, H de P étant la fonction de transfert en P, qu'on appelle aussi le gain en fréquence. G de f, c'est la transformée de Fourier de H de t, c'est grand H de P dans lequel on remplace P par J oméga, c'est-à-dire 2pi JF. La relation entrée-sortie s'écrit Y de f égale G de f, X de f. Enfin, dernier domaine, mais à laisser pour une deuxième lecture, c'est traité en annexe 1. C'est le domaine énergétique. Domaine dans lequel on parle de densité spectrale d'énergie ou de densité spectrale de puissance pour les signaux considérés. Le filtre se caractérise par module de G de f au carré, qu'on appelle le gain en puissance, ou le coefficient de transmission énergétique du filtre. Et la relation entrée-sortie, telle qu'explicitée en annexe 1, s'écrit la densité spectrale, alors soit d'énergie, soit de puissance, suivant la nature du signal, signal d'énergie finie ou de puissance moyenne finie, la densité spectrale de la sortie est égale à la densité spectrale de l'entrée multipliée par le gain en puissance, c'est-à-dire le carré du module du gain en fréquence. Paragraphe 5.4, notion d'ordre, de pôle, de zéro et stabilité d'un filtre défini par sa fonction de transfert. Quelle est la forme de la fonction de transfert d'un filtre physiquement réalisable? C'est une fraction rationnelle. Ft égale grand H de P égale N de P sur D de P, en individualisant ici le numérateur et le dénominateur de la fonction de transfert. Les coefficients de cette fraction rationnelle sont réels et le degré du dénominateur, D de P, que l'on note petit n, s'appelle l'ordre du filtre. Et le degré du dénominateur est supérieur ou égal au degré du numérateur pour un filtre physiquement réalisable. Pôle 0 est forme factorisée de la fonction de transfert. Cette forme factorisée, on l'appelle aussi, dans MATLAB, la forme ZPK. Z comme 0, P comme pôle et K parce que ça fait allusion au gain. Les zéros du filtre, ZI, sont les racines de son numérateur, c'est-à-dire les solutions complexes de l'équation n de ZI égale 0. Les pôles, PI ou PJ, sont les racines du dénominateur, solution de l'équation D de PJ égale 0. Les zéros et les pôles sont complexes 2 à 2 conjugués. H de P s'écrit N de P sur D de P, et en faisant apparaître la factorisation du numérateur et du dénominateur en fonction respectivement des zéros et des pôles,
on écrira h de p égale k fois produit de j égale 1 jusqu'à m dp moins zj, zj étant les zéros, et au dénominateur, produit de i égale 1 jusqu'à n de p moins pi, les pi étant les pôles. La condition nécessaire et suffisante de stabilité d'un filtre analogique est que tous les pôles soient à partie réelle négative. Ce que l'on a représenté ici dans le plan complexe P égale sigma plus j oméga, partie réelle de P en abscisse, partie imaginaire de P en ordonnée, par le domaine grisé qui correspond à partie réelle de P négative au domaine où le filtre est stable. L'instabilité, c'est partie réelle de P positive et la limite de stabilité correspond à l'axe imaginaire. Paragraphe 5.5, représentation graphique de la fonction de transfert, diagramme de Bode. Par définition, le tracé de Bode, c'est en fait un tracé double. On va tracer en fonction de 10 log de oméga, c'est-à-dire en fonction de la pulsation en échelle logarithmique, d'une part, le module de h de j oméga, exprimé en dB, c'est-à-dire en fait 20 log à base 10 de module de h de j oméga, le gain en dB. D'autre part, argument de h de j oméga, c'est-à-dire phi de oméga, qui est le déphasage que l'on exprime en degrés ou en radians. Exemple de diagramme de Bode. Traçons le diagramme de Bode d'un filtre passe-bas du premier ordre, c'est-à-dire un filtre dont la fonction de transfert h de p est k sur 1 plus tau p, où h de j oméga égale k sur 1 plus j oméga tau. Dans l'exemple qu'on considère ici, on prendra k égale racine de 10 et tau égale 0,1 seconde. Le tracé en amplitude, c'est-à-dire 20 log à base 10 du module, est donné ici. On reviendra sur la forme. Et le tracé en phase, en degrés, est donné là. On a bien en abscisse oméga en échelle logarithmique, en radians par seconde, avec la graduation 10 moins 1, donc 0,1 radian par seconde, 10 puissance 0, 1 radian par seconde, 10 radians par seconde, 100 et 1000. L'intérêt de ce tracé, c'est d'abord qu'un système constitué par la mise en cascade de plusieurs filtres va avoir un diagramme de Bode particulièrement simple à tracer, puisque sa fonction de transfert est le produit des fonctions de transfert, et qu'alors, en dB, les gains s'ajoutent. Quant aux arguments, dans un produit, ils s'ajoutent aussi. Donc, pour des filtres placés en cascade, il y a additivité des diagrammes de Bode. Deuxième intérêt, c'est la représentation asymptotique, c'est-à-dire les diagrammes de gain et de phase qui correspondent au comportement aux limites lorsque oméga tend d'une part vers 0, d'autre part vers l'infini. Faible fréquence, forte fréquence. Alors voyons ce que ça donne ici, la représentation asymptotique. Pour oméga tend vers 0, h de j oméga se comporte comme k. Donc en amplitude, ça fait k en dB, c'est-à-dire 20 log à base 10 de k, donc de racine de 10, c'est-à-dire 10. Donc 10 dB. Une constante égale à 10 dB. Et en phase, l'argument d'une constante positive, c'est 0. Donc en phase, 0. Maintenant, pour oméga tend vers l'infini. En module, ça se comporte comme k sur j oméga tau. Donc c'est en 1 sur tau. Donc une décroissance linéaire si on porte oméga en abscisse, comme on porte log de oméga, mais comme on a aussi des logs en ordonnée, ça reste linéaire.
Donc on a une asymptote oblique, qu'on voit bien ici, pour oméga tend vers l'infini. Et en déphasage, ça se comporte comme K sur J oméga tau, c'est-à-dire ça a un déphasage à cause du J ici de moins 90 degrés. Voilà. On peut donc dessiner en traits pointillés, ici les asymptotes, pour le diagramme de gain 20 log de K, ici, donc K en dB, c'est-à-dire 10 dB, et puis ici l'asymptote oblique, qui a d'ailleurs une pente de 20 dB par décade. Bon, on reviendra sur ces notions-là plus loin dans l'étude des différentes fonctions de transfert. Donc le diagramme asymptotique, c'est ces deux asymptotes, et le diagramme réel, c'est le tracé en bleu, ici, qui est quand même assez peu différent et qui passe juste en dessous du diagramme asymptotique, avec un point remarquable ici, qui est le point de cassure, pour oméga égale 1 sur tau, pour lequel le gain ici se situe à 3 dB en dessous de l'asymptote horizontale. Et le diagramme asymptotique en phase est formé par 0 degré jusqu'au point de cassure. Ici, ça chute brutalement et on a ensuite moins 90 degrés. Paragraphe 5.6, trois notions importantes, réponse indicielle, gain statique, temps de réponse. D'abord, la réponse indicielle, on la notera D de T. C'est la réponse du filtre à une entrée en échelon unité, U de T. U de T qui vaut 1 pour T positif et 0 pour T négatif. La réponse à U de T, c'est par définition D de T égale le produit de convolution de l'entrée, c'est-à-dire U de T, par la réponse impulsionnelle du filtre, donc H de T. C'est donc somme de 0 à T de H de T, U de T moins tau, D tau. Et comme U vaut 1, c'est somme de 0 à T de H de tau, D tau. Si on prend la transformée de Laplace des deux membres, ça nous donne la transformée de Laplace D de P, c'est-à-dire la réponse indicielle, égale H de P, multiplié par la transformée de Laplace de l'échelon unité U de T, dont on sait, transformée remarquable, qu'elle vaut 1 sur P. Donc D de P égale H de P sur P. Égalité qui permet en général, par inversion de Laplace, d'obtenir l'expression de D de T. À partir du moment où on connaît H de P. On connaît D de P et par inversion de Laplace, on en déduit petit d de T. Deuxième notion, celle de gain statique. On va l'appeler grand K. Par définition, grand K égale H de P pour P égale 0. Or, H de P, c'est la transformée de Laplace de H de T, c'est donc somme de 0 à l'infini de H de T exponentielle de moins pt dt. Donc, en faisant P égale 0, on obtient K égale H de 0 égale somme de 0 à l'infini de H de tau d tau. Et évidemment, on voit que c'est la limite de D de T, ici, lorsque T tend vers l'infini. Le gain statique est donc le ratio valeur asymptotique de la réponse indicielle sur hauteur de l'échelon d'entrée. L'échelon d'entrée qui, lorsque c'est U de T, a pour hauteur 1. Et d'une manière générale, si la hauteur est quelconque, eh bien, c'est ce ratio-là. C'est-à-dire le facteur d'amplification de U de T en régime permanent. Enfin, le temps de réponse TR, ou plus précisément le temps de réponse à 5%, parce que c'est généralement à 5% qu'on le prend, il est défini par le fait que D de T pour T égale TR est égal à 0,95 fois D de l'infini. Alors lorsqu'on a une réponse indicielle en bleu, ici, qui est donc monotone croissante, et puis qui, lorsque T tend vers l'infini, tend vers K, ce qu'on a vu ici, K étant le gain statique,
Ici, j'ai une valeur TR telle que là, je sois à 95% de D de l'infini. Eh bien, TR est ce qu'on appelle le temps de réponse à 5%. Alors, que devient cette définition si D de T n'est pas monotone croissante? Parce que parfois, j'ai une réponse indicielle D de T qui ne tend pas par dessous de manière monotone vers D de l'infini. Elle peut tendre vers la valeur D de l'infini en oscillant autour de cette limite. Dans ce cas-là, il faut adapter la définition du temps de réponse de la manière suivante. Quel que soit t supérieur ou égal à tr, l'écart d de t moins d de l'infini en relatif, donc divisé par d de l'infini, le tout en valeur absolue, est inférieur ou égal à 5%. C'est-à-dire que le temps de réponse à 5%, c'est le temps au bout duquel, ici, d de t reste toujours compris entre 0,95 d de l'infini, donc 5% en dessous, et 1,05 d de l'infini, c'est-à-dire 5% au-dessus. Paragraphe 5.7. Approche pour l'étude des filtres, notion de filtre idéal. Un filtre analogique, c'est finalement un circuit linéaire qui atténue plus ou moins les signaux en fonction des plages de fréquence qu'occupent ces signaux. Parmi les outils d'analyse des filtres, il reste dans ce chapitre à introduire le gabarit d'atténuation pour un filtre idéal et pour un filtre réel. L'analyse en elle-même sera ensuite conduite au chapitre 6. Et la deuxième moitié du cours sera consacrée à la synthèse des filtres analogiques. Alors d'abord, filtre idéal. Deux critères d'action sur les signaux d'entrée. La non-déformation dans un domaine de fréquence, qu'on appelle la bande passante, en abrégé BP. Et puis d'autre part, l'arrêt dans la plage de fréquence complémentaire, appelée la bande atténuée ou bande coupée, en abrégé BA. Paragraphe 5.8. Filtres idéaux, diapo 1 sur 2, caractéristiques de transmission. Quelle est la fonction de transfert d'un filtre idéal? Dans la bande passante, puis dans la bande atténuée. Dans la bande passante, le gain module de h de j oméga en fonction de oméga est une constante h0. Toutes les fréquences sont amplifiées de la même façon. Quant au déphasage qu'elles subissent, on pourrait peut-être penser qu'en première approximation, ce déphasage doit être nul. En fait, non. Il doit être linéaire. C'est-à-dire qu'on doit avoir phi qui est proportionnel à oméga. Phi égale moins taux oméga. En mettant une constante de proportionnalité taux négatif. Dans la bande atténuée, le filtre doit avoir un gain nul. Module de h de j oméga égale 0. Il n'y a rien qui passe pour un filtre idéal. De sorte que la fonction de transfert du filtre idéal s'écrit h de j oméga égale h0 e puissance moins j taux oméga dans la bande passante et 0 dans la bande atténuée. Le nota qui suit est à laisser pour une deuxième lecture, donc nous ne l'aborderons pas. Paragraphe 5.8, filtres idéaux, diapo 2 sur 2, gabarit d'atténuation et typologie. Les dispositions relatives des bandes passantes et atténuées sur l'axe des fréquences vraies, c'est-à-dire des fréquences positives, permettent de définir 4 types de filtres idéaux. Premier type, le passe-bas. On a représenté ici, pour le passe-bas, le module de h de f, donc le gain, en fonction de la fréquence. On laisse tomber l'argument, donc le déphasage, comme ce sera d'ailleurs souvent le cas par la suite. Idéalement, on peut toujours supposer que le déphasage est linéaire. Donc le gain pour un passe-bas
il est égal à 1, donc il est constant, entre 0 et FC, et égal à 0 au-delà de FC. Donc seules les fréquences comprises entre 0 et FC passent, de manière uniforme d'ailleurs, et les fréquences au-delà de FC ne passent pas. FC s'appelle la fréquence de coupure. Le passe haut, si on peut dire, c'est le contraire. Le module de H est nul pour F inférieur à FC, donc il n'y a rien qui passe en dessous de FC, et au-delà de FC, ça passe de manière idéale. Gain constant est égal à 1. 1 d'ailleurs, ou 0 dB. Passe-bande. Le gain est égal à 1 pour les fréquences comprises entre une limite basse FL, L comme l'eau, et une limite haute FH. En dessous de FL ou au-dessus de FH, ça ne passe pas du tout. Et enfin, le coupe-bande, ça passe en dessous de FL et au-dessus de FH, et ça coupe complètement entre FL et FH. C'est-à-dire que le gain est égal à 0. Paragraphe 5.9, filtre réel, diapo 1 sur 2, gabarit d'atténuation. En fait, pour un filtre réel, il n'y a pas de discontinuité lors du passage de la bande passante à la bande atténuée. Ce passage est graduel via une bande de transition. Alors c'est ce qu'on a représenté ici sur la figure. Pour le filtre passe-bas, on a la bande passante notée petit a, la zone bande passante, où le gain est constant, sensiblement constant, et égal à 1. Alors en réalité, il est très légèrement décroissant. On a la bande atténuée petit c, où le gain chute pour tendre vers 0, et entre les deux, on passe par une bande de transition, zone notée petit b. Pour un filtre passe-haut, de même, bande passante, zone petit a, bande de transition, zone petit b, et bande atténuée, ici, zone C. Pour un filtre passe-bande, bande passante, zone A, deux bandes de transition, une bande de transition basse et une bande de transition haute, de part et d'autre de A, pour rejoindre les bandes atténuées, basses et hautes ici. Et enfin, le coupe-bande, avec sa bande coupée ici, ces deux zones de transition et sa bande passante, haute et basse. La sélectivité du filtre, c'est la largeur de la bande de transition petit b qui la caractérise. Plus le filtre a une bande de transition étroite, plus il est sélectif. Alors on utilise parfois dans les schémas électroniques des symboles pour les différents types de filtres. Alors, le symbole général pour un filtre quelconque dont on ne sait pas trop de quelle famille il est représenté ici en petit a. En petit b, ici, c'est le passe-bas. En petit c, c'est le passe-haut. En petit d, le passe-bande. Et en e, le coupe-bande. Paragraphe 5.9, diapo 2 sur 2, filtre réel, exemple d'utilisation des différents types. Le passe-bas d'abord. Le filtre passe-bas est généralement utilisé pour une limitation avant traitement ou transmission d'un signal du spectre au domaine nécessaire et suffisant. Ceci permet de diminuer le bruit en mettant en place un filtre adapté au signal utile. En pratique, il y a dégradation de la réponse des filtres passe-bas aux basses fréquences à cause du bruit introduit par les composants actifs. Ça, c'est juste une remarque complémentaire. Ensuite, les filtres passe-haut. Les filtres passe-haut sont utilisés pour supprimer la partie inférieure du spectre d'un signal. Et même remarque que tout à l'heure, en pratique, les performances de ce type de filtre sont bornées supérieurement à cause des limitations en fréquence des composants actifs. Troisième type,
les filtres passe-bande. Il s'agit là donc de laisser passer une bande de fréquence comprise entre deux valeurs, une valeur minimum et une valeur maximum. Exemple, extraction d'un signal noyé dans un bruit large bande. À ce moment-là, on met un filtre passe-bande pour extraire la bande occupée par le signal. Et ça permet d'améliorer le rapport signal sur bruit. Et enfin, les filtres coupe-bande sont utilisés pour éliminer dans une bande donnée des fréquences gênantes. Conclusion au module de cours numéro 2. Toujours en deux parties, les points les plus importants du cours d'une part, de la théorie à la pratique d'autre part. Les points les plus importants de ce cours, c'est-à-dire des chapitres 4 et 5, sont les suivants. D'abord, la caractérisation d'un filtre par une relation entrée-sortie qui est soit une relation de convolution, soit une EDL, équation différentielle linéaire à coefficient constant. Ensuite, la réponse aux entrées types. Alors les entrées types, c'est l'impulsion de Dirac, la réponse s'appelle la réponse impulsionnelle. L'échelon unité, la réponse s'appelle la réponse indicielle. Ou la sinusoïde, la réponse s'appelle la réponse harmonique. Ainsi que les notions de causalité et de stabilité. Troisième point important, la notion de fonction de transfert en P et en F, et la représentation par le diagramme de Bode. Et enfin, les notions de filtres idéaux et réels, avec les gabarits et les différents types, passe-bas, passe-haut, passe-bande, coupe-bande. Pour ce qui concerne le passage de la théorie à la pratique, c'est-à-dire les exercices corrigés et les TD. D'abord, analyse de quelques filtres simples, diversement définis. C'est les exercices 1 à 8, toujours fournis avec corrigés et disponibles sur le réseau de l'école. Ensuite, des calculs et décomposition de la réponse de 3 filtres. C'est l'exercice 9 qui nécessitera au préalable la lecture des annexes A4 et A5 du chapitre 5. À noter que les exercices sur le diagramme de Bode sont associés au chapitre suivant.